Alors, nous allons laisser la parole à Juste Jonathan, que nous avons d'ailleurs revu récemment sur Téléprovidence. Bien, vous aviez sans doute envie de me dire plein de choses. Bon, moi je vais... Et puis après, on prêtera la parole à tout le monde. Bon, je vais déjà commencer par vous rappeler que je vois les choses d'une manière un peu particulière, car j'ai une sensibilité uranienne. Je ne suis pas le seul. M. Tycho Brahe, qui a relancé l'astronomie, qui a servi de base à l'astrologie, il a choisi un château qui s'appelle Uraniborg. Vous voyez, ça c'est avant Kepler, puisque c'était Kepler était le disciple qui a découvert les bus. Donc vous voyez, Uraniborg. Donc maintenant, vous ne savez pas que les muses viennent de l'époque ptolémaïque, car on a créé un observatoire sous Ptoléméen et Ptolémée II, donc vers -300, et il y avait un musée d'astronomie, il y avait un centre pour tous les chercheurs, et c'est à ce moment-là qu'on a créé les 9 muses, et Uraniborg, et Uranie, disons, alors que tout le monde s'imagine que c'est ancien, que c'est égyptien, ça n'a rien à voir. C'est simplement une dérivation par le fait qu'on a créé un observatoire, qu'on a eu des boursiers, car ils étaient boursiers, ils avaient même un restaurant communautaire, vous voyez, en -300. Donc c'était le premier départ de l'astronomie officielle. Bon. Maintenant, moi je vais vous parler des horloges, mais d'une manière distincte de M. Brunet, car j'enseigne ces horloges avec une précision de 15 mois, et je remonte sur 6000 ans. La différence, c'est que j'enseigne une histoire du monde, donc quand je parle d'une période précise, dans le lointain, on peut parler de 150 ans, 180 ans plus précisément, 15 ans, ça marche encore, on peut aller beaucoup plus loin dans l'astrologie ancienne. Dans l'astrologie actuelle, je descends à 15 mois. Et ça se fait. N'importe qui peut vérifier les tableaux que je donne. Maintenant, la clé. La clé est très importante. Il faut s'imaginer que le monde est construit sur le nombre 15. 15, c'est la lettre O. Il n'y a pas plus universel, tout le monde le sait. Et c'est notre 15e lettre, un alphabet particulier, très doué. C'est la clé de tous les systèmes. Si vous faites un rectangle dans lequel vous allez mettre 15 et 24 colonnes de l'inverse, vous allez voir les diagonales 23, 25 qui vont tomber, vous allez voir les autres phénomènes qui vont se produire. Donc ce 15 est quelque chose de fantastique, mais de physique mathématiquement. Alors, il ne suffit pas de dire que c'était comme ça dans le ciel. En plus, imaginez que le ciel, il a 8 mouvements en même temps. Donc quand on parle de précession, ça fait partie d'un ensemble de 8 mouvements cosmiques. On vous annonce d'ailleurs que les planètes marchent en zigzag, sont des choses incroyables. Donc, ils sont l'aspect sacré sur lequel M. Brunet vient d'insister, rien n'est possible. Donc, imaginez 15 mouvements, vous avez déjà vu ce que donnait la théorie des rythmes biologiques et autres, alors 8 mouvements en même temps. Bon, il s'avère que si vous allez, mettons, chez des initiés qui ont fait des cathédrales comme à Amiens, vous allez trouver une magnifique rosace avec des spirales intérieures et qui fera tourner ça 3 chérubins. Quand les chérubins, ils ne s'appellent pas trop Gabriel, c'est le patron des horlogers des planètes, dit la tradition. Donc il y a bien une clé qui fait que tout ce qui vient dans le ciel, ça vous donne tous les sens, ça se remet à l'heure d'une manière systématique pour respecter le 15 que multiplie 12, 12, 12. Ce qui donne en division 2160 ans, 180 ans, 15 ans, 15 mois. Donc vous voyez, c'est la mathématique appliquée, ni plus ni moins. Si on prend une période, vous allez comprendre le genre de cycle, car M. Brunet disait qu'on ne peut pas suivre une époque uranienne. Alors je vais donner une époque tout simplement, je vais vous dire, voilà un Capricorne et une balance, ceci c'est 2160 ans, ceci c'est 180, ceci c'est 15 ans. Donc cette période précise d'horloge consécutif va vous donner sur 15 ans 12 constitutions. Dans la phase 15 mois, concerne la République. Dans la phase Capricorne, dur, à l'opposé, directoire. Et ça fonctionne comme ça, mathématiquement et historiquement parlant. Ce qu'on appelle l'ère du siècle, ça vient d'un système comme celui-là. Donc vous comprenez que l'analyse, en fait, moi je suis tombé à au-delà de 300 000 ans, ça c'est un détail.
détail et pour vous montrer que ça continue d'une manière logique, cohérente. Alors, pour revenir à l'ère que nous vivons actuellement, nous sommes depuis 1983 dans une période ukrainienne en 1983 qui va durer 15 ans. À l'intérieur, nous avons des choses de 15 mois. Dans ces phases de 15 mois, nous sommes dans la phase actuelle guerre. On verra, juste avant, il y avait des lions. Regardez qui gouvernent les grands peuples du monde. Des lions. C'est à l'époque, c'est pas parce qu'on a un lion astrologique en France, il faut oublier la puissance de Gorbatchev ou la puissance de l'Américain, qui sont des gens sans programme, qui n'ont que des personnalités et qui se font élire comme ça parce qu'ils ont un rayonnement et une action matérielle. Donc, après les lions, vous allez avoir les guerres qui sont dedans, ça va dire cosmiquement, et là ça rejoint l'horloge de Saint-Galvaud, que dans une phase guerre d'un système dont je donnais les différentes clés, je connais au pas, il y a des horloges, et il y a des voiles, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez que c'est simplement de la mathématique simple, appliquée. Si je vous donne un cas, vous comptez, mettons un capricorne ici, vous prenez cette phase ici, là, vous dites voilà la phase 1, je donne la phase balance, je compte. Alors je compte 1, 2, 3, 4, et je vais dire, Saturne a une puissance ici, va s'installer comme là, en pleine puissance. Donc, la loi saturnienne va me donner ici en balance des applications, toutes les constitutions qu'un nous ajoutons ici. Donc voilà un exemple de preuve physique qui comptait simplement sur un cercle de Lacan. Si j'avais pris la phase 8, j'aurais une exaltation. Car vous avez vu des tas de choses absolument divergentes sur ces rythmes qui sont appliqués aux signes, mais ça fonctionne au degré. Donc quand on parle d'un système comme celui-ci, il est relié par des phases, je dirais, après le Capricorne, vous avez la chute, ensuite vous avez du voisin, après vous avez la tyrannie, après vous avez un fils, etc. Alors nous abordons à présent les idées de Don et Roman, et nous laisserons la parole à Germaine de Bock, qui est venue d'Amiens. Un cycle d'ordre astronomique, c'est un cycle d'ordre Il s'agit des présages évolutifs, des réactions évolutives. De façon progressive, alors qu'en réalité, en astronomie, les choses sont toujours plus ou moins identiques. C'est-à-dire qu'un cycle est un cycle, il fait tout le temps le même temps pour faire le tour du zodiaque, alors qu'avec le système de déroulement, on tient compte de l'âge de la personne. C'est-à-dire si vous avez quel âge, le processus ira plus ou moins vite. Si vous êtes très jeune, ça passera très vite. Si vous êtes très âgé, ça passera très lentement. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est en quelque sorte là l'originalité. Et la deuxième originalité, c'est bien entendu que vous n'avez qu'un seul facteur à maîtriser. Vous avez un point que vous faites avancer dans le terme, qui va ratisser les éléments du terme, une fois, deux fois, trois fois au cours de l'existence, mais toujours de façon plus lente. Et pour des élèves qui souvent sont un petit peu perdus parce qu'ils ne savent pas quel transit considérer, quelle direction considérer, etc., c'est extrêmement facile d'utilisation et ça pose beaucoup moins de problèmes pour l'apprentissage de l'interprétation que les systèmes classiques de progression. Je pense que c'est là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est basé dans les électrons? Elle est plus lentement vite, la progression de la relation. Alors, pour vous expliquer comment est calculée la vitesse de progression du atome. Germaine de Bock. Et Didier Racco, qui était là également, de La Rochelle. Civilisation réglée selon le biologiste de l'époque. Et c'est exact, c'est la même structure de génétique. Voilà pourquoi justement les civilisations se font
qui s'amène en moins de, qui fait donc 2 ans, et donc il y a une partie qui est beaucoup plus petite, c'est la deuxième partie donc des 2 ans, et ici vous avez à 9 mois, nous avons le sévrage. Nous avons 9 mois. Nous avons déjà un premier impact important. Donc vous pouvez monter votre terme selon 9 mois environ, et vous verrez comment vous allez réagir. Et nous avons également des sévrages qui se font à 4 ans et demi, quand l'enfant va apprendre la scolarité, qui va avoir des différents qui vont réaliser sa vie. Nous allons avoir notre avisement qui va un peu conclure ce qui s'est passé au moment de l'inversion des nœuds, du retour des nœuds lunaires. Et nous allons voir à 75 ans, où bien souvent, c'est la retraite qui ont vu encore. Donc il y a des grands déplacements du front. Donc là, le passage du milieu du ciel qui s'inverse est souvent du détachement. Donc nous remarquons déjà comme le premier cycle qui finit à 2 ans, le second qui commence à 2 ans et qui s'achève à 9 ans et à 9 ans et demi, nous avons déjà un élargissement du temps. Nous ne vivons plus au même rythme, que nos acquis se font plus lentement. Alors, de 9 ans et demi à 38 ans, nous avons donc le sommet de la carrière. Nous avons le grand bilan, la succède, en plusieurs fois, puisque vous avez déjà 33 ans de nouveau disparaître. Nous avons un autre, quelque chose d'autre finalement, c'est le cycle de Masson. Oui. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune reviennent exactement au même endroit où ils avaient existé au moment de la Lune. Mettons. Oui, c'est un cycle très ancien, très connu. Mais donc, Pierre Quel, qui était un disciple également de Don Héron. Une acquisition qu'on fait au fur et à mesure de l'astrologie. Alors l'autre cycle, le dernier cycle, donc qui est le 4e, il s'achève à 144 ans. Donc nous n'avons pas beaucoup de risques de vivre des bons cycles. Alors regardez le thème de Gorbatchev. Au moment où vous voyez vraiment qu'il est poussé vers à l'âge donc là, au moment du ciel, vous avez le milieu du ciel qui se met sur le soleil. Alors, et donc, il faut en même temps que c'est interprété, rectifié. C'est pas moi qui l'ai rectifié pour le faire, pour intégrer la personne qui l'a rectifié, c'est Caroline. Selon les... Oui, et également les progressions primaires. Et ça coïncide vraiment, et vous voyez comment l'ascendant touche les grandes planètes qui sont au milieu du ciel natal, et comment chaque fois il s'en sert. Parce que l'avantage des systèmes de direction, c'est que ça permet de rectifier le thème. C'est pour ça que les personnes qui n'utilisent pas les directions, généralement ne s'intéressent pas, donc ce qu'on appelle les moyens du correcteur de naissance, parce que les transits sautent avec des passages sur l'ascendant. Enfin, disons que les transits d'une manière générale ne sont pas des points assez sensibles et qui dépendent justement de leur naissance, alors que si vous acceptez d'autres interprétations sur le milieu du ciel, par exemple, si vous avez évidemment de 2 ou 3 degrés sur le milieu du ciel parce que leur naissance est approximative, et bien tous les événements qui vont être touchés vont être décalés. Vous allez tout à fait voir que vous avez. Donc, si vous avez l'inconvénient de ce système, c'est que si vous avez une naissance approximative, vous ne pouvez pas l'utiliser. Sauf à faire les corrections nécessaires. Vous ne pouvez pas l'utiliser parce que, après la logique de cyclisme, ça ne marchera pas. Il est paru en 1942 et il a été réédité il y a quelques années. Traité d'astrologie rationnelle. En fait, similé. Mais enfin, je crois que l'ouvrage le plus accessible, c'est durable peut-être le plus, c'est celui de Pierre Quel, L'homme et les influences astrales, aux éditions de l'Éthique, qui a été également réédité et qui a énormément. C'est un auteur qui vous intéressera, parce que c'est dommage qu'on n'ait pas
astrologiques étrangers. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a encore une douzaine d'années, on n'aurait pas fait un seul exposé en France dans un colloque sur l'astrologie karmique, par exemple. C'était souvent des questions. L'astrologie spiritualiste elle-même était tout à fait marginalisée dans le milieu astrologique français, parisien. Donc, si vous voulez, ce qui fait un petit peu le génie de l'astrologie française, c'est d'un côté les recherches culturelles, d'autre part les recherches statistiques. Donc, vous voyez, c'est une démarche tout à fait particulière, tout à fait cartésienne, où on essaie de savoir où on met les pieds. Paul Chouinard, en 1900, a lancé l'école d'astrologie scientifique française, l'école de statistique, qui a continué avec Rapp, qui a continué avec Gauquelin. Donc, vous avez soit des gens qui sont quand même assez peu nombreux, qui ont essayé d'établir l'astrologie sur des bases statistiques, sur des bases quantitatives, soit des gens qui ont essayé de rationaliser l'astrologie, de structurer la pensée astrologique, et finalement qui ne se sont pas tellement intéressés à la dimension philosophique de l'astrologie. Il n'y a pas une très grande contribution philosophique à proprement parler de l'astrologie française, et finalement tout ce qu'on appelle philosophie de l'astrologie au XXe siècle, c'est essentiellement d'inspiration étrangère. On peut peut-être discuter là-dessus si certaines personnes ne sont pas d'accord, mais il faut reconnaître que c'est une forme c'est la mode américaine, c'est la mode anglo-saxonne qui a énormément contribué à introduire certaines idées et certaines démarches par rapport à l'astrologie en France. Donc là, nous essayons ce matin plutôt de parler justement de la démarche spécifiquement française de l'astrologie. Surtout, nous sommes dans une ville qui est connue pour sa résistance d'une certaine manière à l'influence anglaise, enfin, on peut dire. Donc, le problème des domiciles des planètes est un problème absolument central en astrologie et Desromans a énormément apporté dans cette réflexion pour essayer d'établir un système où les rapports planétiques soient parfaitement cohérents. Bon, si vous voulez, ce sont des travaux qui non seulement sont intéressants en tant que tels, mais qui sont intéressants parce qu'ils ont marqué toute une astrologie, ils ont marqué notamment l'astrologie italienne, mais d'obédience française, Lisa Morturco, qui a fait des travaux extrêmement intéressants. En 1974, elle a publié chez Hachette un ouvrage qui s'appelait Introduction à la nouvelle astrologie. Ce sont des travaux qui essaient de trouver la clé de la théorie des domiciles des planètes. En ce qui me concerne, j'ai été moi-même extrêmement marqué par ce type de problème de recherche. En fin de compte, quand on parle de recherche, là, c'est justement ces questions-là qui se posent. Et alors, évidemment, c'est un problème de transmission. Parce que finalement, Desromans, comme l'a dit très bien Didier Racco, est quelqu'un qui se posait le problème de la tradition. Mais il ne se la posait pas de façon, si vous voulez, un petit peu passive. Il essayait de la retrouver, la tradition. C'est-à-dire qu'il essayait d'en retrouver la cohérence. On peut penser que lorsque les anciens ont élaboré certains systèmes de rapports planétiques, ils ont quand même essayé de construire quelque chose d'assez cohérent et qui obéissait à des lois mathématiques, géométriques, quand même que ça donnait quelque chose. Il se trouve que nous, ce système tel qui nous est parvenu, eh bien, il ne présente pas toute cette cohérence. Au niveau symbolique, on peut toujours dire oui, Vénus est éclaté en poisson parce qu'il y a un rapport entre le poisson et Vénus, etc. Ou Jupiter est en poisson, etc. Mais si vous voulez, en dehors de cette forme d'explication symbolique, planète-signe, dont on parlait tout à l'heure, ça n'était pas suffisant. Ce n'est pas une explication globale de l'ensemble des rapports planétiques. Alors là, justement, pour revenir toujours à Madame tout à l'heure, il y a aussi là également deux démarches. On parlait d'ailleurs des gens qui recherchent la lumière de manière plus ou moins comme ça, approximative, ou qui avaient des définitions des planètes un peu approximatives. Et bien pour les domiciles des planètes, c'est pareil. Il y a des personnes qui se disent, bon, après tout, je n'ai pas besoin d'une théorie des domiciles des planètes. Moi, je sens bien comment une planète et un signe vont ensemble, et puis je ne vais pas chercher plus loin. Et d'autres personnes ont besoin, au contraire, d'avoir tout un système de relations planète-signe, mais ils ne peuvent pas se contenter d'approximation, de dire oui, ça va, ça colle bien, Mercure avec le bélier, oui, peut-être, Mercure avec le taureau. Enfin, ils ont quelque chose qui n'est pas, qui ne s'inscrit pas dans un système extrêmement précis.
la question est de savoir si on a le droit de modifier ou non certaines attributions des planètes au signe. Au niveau, alors donc, ça peut aller très loin. C'est assez fascinant. C'est-à-dire que est-ce que vous avez le droit de dire non, il me semble que théoriquement, le véritable domicile de telle planète c'était ça, il me semble que l'exaltation de telle planète c'était ça. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, ou est-ce que ça vous paraîtrait complètement sacrilège en quelque sorte? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, il me semble que on a quand même le droit de reprendre le problème à la base et de se demander quelles sont les lois qui régissent ces rapports planète-signe. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous pose une question, si vous voulez, d'ordre général. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de réfléchir sur la rationalité des rapports planète-signe? Ou est-ce qu'il faut le prendre pour argent comptant et sans chercher, même si on n'a pas les clés, on peut prendre les choses? Par